Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de votre invitation. C'est la troisième fois, en effet, que je participe à vos dîners. Les deux fois précédentes m'ont procuré beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir. J'en garde un excellent souvenir et je ne doute pas que cette soirée sera égale aux deux précédentes. Alors, vous me questionnez sur la Sixième République. Pourquoi une Sixième République? Je vais vous répondre tout de suite. Sans doute faudra-t-il un jour ou l'autre une Sixième République préparée par une Assemblée constituante, mais je pense que ce moment n'est pas venu. Les conditions ne sont pas réunies pour un tel projet et je donnerai dans un instant mes arguments. Alors je vais vous présenter quelques idées qui sont toutes fraîches puisque je termine une étude précisément sur les questions institutionnelles, dont la Constitution, et je me permets de livrer ces idées un petit peu en vrac au titre de test, si vous acceptez ce statut, et je vous demande une certaine indulgence pour cette présentation qui sera faite évidemment à la serpe. Alors, d'abord, commençons par les questions posées autour de la Sixième République et de la Constituante. Il y a des arguments qui militent pour changer de République. De très nombreux arguments, depuis longtemps. La critique de la Cinquième République est connue, ces arguments sont connus, je n'ajoute rien, je n'ai rien à ajouter de particulier à cette question. Il y a également quand même quelques qualités à cette République, qui est celle de la stabilité. Ça fait plusieurs décennies qu'elle est en vigueur, mais disons que je pense que le fond du problème, c'est que pour proposer une constituante et une Sixième République, il y a d'abord une erreur de diagnostic. Une erreur de diagnostic parce que on veut faire croire, ou volontairement ou involontairement, que le blocage de la société française viendrait du blocage de ses institutions. La classe politique voudrait bien faire, mais elle serait limitée par sa constitution, par les institutions. Il faudrait donc changer les institutions pour débloquer la société française. C'est une grave erreur d'analyse de mon point de vue, parce que la défaillance des institutions, la crise ne résulte pas du tout d'une défaillance des institutions, mais d'un alignement des grands partis politiques de gauche et de droite, et aussi de la plupart des petits, sur les politiques néolibérales. Tel est le véritable problème. Le problème n'est pas un problème d'institution, il est un problème idéologique et politique. Ces partis politiques se sont alignés sur les politiques néolibérales, sur la doxa néolibérale. Donc, on ne peut pas démarrer un processus aussi ambitieux de changer de République à partir d'une erreur de diagnostic. Et puis, autre raisonnement, autre idée, il y a en fait, si on entre un peu dans le détail, il y a trois conditions, à mon sens, pour mettre en place une assemblée constituante et changer de république. Il faut d'abord être dans un pays souverain. Je ne vois pas comment il serait possible de changer la constitution d'un pays qui ne serait pas souverain. Or, nous sommes à différents titres privés d'une grande partie de notre souveraineté. Je prends 4 exemples. Premier exemple, c'est le titre 15 de la Constitution actuelle qui s'intitule « De l'Union européenne » et qui fait une obligation de soumettre le droit interne au droit communautaire. Et qui, d'ailleurs, au passage, rend
constitutionnel le traité de Lisbonne, puisqu'il est cité dans la Constitution, dans ce titre 15. La conséquence pratique, c'est que si un gouvernement décidait d'engager la sortie de la France de l'Union européenne, on pourrait lui opposer cet argument que ça n'est pas conforme à la Constitution. Et puis il y a un deuxième volet de privation de la souveraineté, c'est l'article 3 du traité de Lisbonne. L'article 3 du traité de Lisbonne traite des compétences exclusives de l'Union européenne. Les compétences exclusives, il y en a 5, c'est la douane, c'est le commerce international, c'est la politique monétaire, c'est l'organisation du marché intérieur. Que disent ces compétences exclusives? Eh bien, qu'elles sont exclusivement à la main de l'Union européenne et que les États membres sont privés de souveraineté dans ces domaines. Et puis, il y a un phénomène tout à fait massif, pourtant masqué, qui est la transposition, le mécanisme de transposition des actes juridiques de l'Union européenne dans le droit interne. On dit que environ 70 à 80% des lois en France résulteraient de ce mécanisme de transposition. Autrement dit, le Parlement, à 80%, avale des textes qui ne sont pas issus de sa délibération. Et puis, il y a enfin différents traités internationaux auxquels la France fait partie, traités internationaux qui sont le support des institutions multilatérales comme l'OTAN, comme le FMI, comme l'OMC, comme la Banque mondiale, autant d'institutions dont le but est de maintenir l'ordre mondial néolibéral et qui, toutes ces institutions, ont pour but de ronger la souveraineté des États pour faire en sorte qu'une seule politique soit possible, celle de la doxa néolibérale. Donc, dans ce contexte, je ne vois pas comment il serait possible de changer de république si on ne commence pas par le commencement, c'est-à-dire redevenir souverain, redevenir libre, redevenir indépendant. Or, quand on lit, quand on écoute les déclarations des partisans de la Sixième République, à aucun moment ils ne dénoncent cet ensemble de phénomènes convergents de privation de souveraineté. Autrement dit, la Sixième République qu'ils veulent mettre en place reproduirait les tares de la Constitution actuelle, amendée, révisée 24 fois, je crois, et qui a abouti récemment à ce titre 15. Deuxième condition pour changer de république, il faut un contexte politique, je dirais même historique, grave. Quand on étudie les constitutions précédentes, elles sont toutes issues de mouvements révolutionnaires. Elles sont issues, la première de 1789-1792, elles sont issues de la Révolution de 1848, de la défaite de la France en 1870, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie pour la dernière. Il y a à chaque fois une situation dramatique ou particulière d'une intensité qui élimine la possibilité de changer de constitution à froid, je dirais. Il faut qu'il y ait une dynamique historique pour changer de constitution. Et puis, troisième condition, pour changer de constitution, de république, il faut une dynamique sociale, une dynamique populaire. Il faut qu'il y ait un projet partagé, une vision partagée par le peuple. Or, quand on étudie, encore une fois, les projets des partisans de la Ve République, de la Sixième République,
Il n'y a rien de tout cela. C'est un pur slogan. C'est vide. Il n'y a aucun contenu à cette expression. Comment mobiliser les foules sur du vide? D'ailleurs, si on élisait une constituante, une assemblée constituante, le résultat serait quoi? Il serait identique au résultat d'une élection législative. Il n'y aurait strictement aucune différence dans le résultat. Et donc nous aurions exactement les mêmes forces politiques qui seraient en présence dans cette assemblée constituante pour faire quoi? Pour faire, eh bien, la même chose, c'est-à-dire la reproduction de ce qui est fait aujourd'hui. Donc le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas venu pour passer à une 6e République. Il faut donc, de mon point de vue, engager un travail de révision de la Constitution. Révision sur laquelle je vais donner quelques idées, et tranchée par référendum, évidemment. Alors, la première chose à faire, premier bloc, concerne bien entendu le président de la République. Il faut, de mon point de vue, changer le statut du président de la République. Changer le statut pour que l'élection du président soit une véritable élection populaire. Cela signifie que je considère qu'il faut préserver l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Et je vais donner mes arguments. Le premier argument est un argument négatif, en creux plus exactement, qui est le suivant. Retirer au peuple la possibilité d'élire directement le président de la République provoquerait un séisme politique et serait également, de mon point de vue, une grave faute politique. Pourquoi? Parce que c'est une chose de démarrer un processus d'élection du président de la République, d'un président de la République au suffrage universel direct, c'est autre chose de passer d'un système d'élection au suffrage universel direct à un suffrage au second degré. Imaginez la réaction de la population qui se verra privée de ce droit au moment où précisément il y a une contestation des élites, de la classe politique, à laquelle on va confier l'élection si c'est un collège qui désigne le président. Cette manipulation me semble aléatoire, hasardeuse, impossible pour tout dire. Donc, je pense que ça n'est pas la peine de s'engager dans une voie aussi stérile, et plus que stérile, négative, contre-productive. D'ailleurs, j'ajoute un autre argument. L'élection présidentielle au suffrage universel direct, dans le contexte actuel, est la seule élection où les citoyens voient le résultat de leur acte immédiat, massif, avec un effet national et international évident, ce qui n'est pas le cas pour les autres élections. Les résultats sont dilués. D'où l'intérêt de la population pour cette élection. Il y a un plébiscite permanent, c'est l'élection où il y a le plus de votants. Je pense donc qu'il ne faut pas toucher à cela, en tout cas pour le moment. De toute manière, ça me semble impossible à faire bouger, parce que comment pourrait se trouver modifier le système électoral, les modalités électorales? Certainement pas par référendum. Le résultat serait connu. Il est connu, le résultat, ce serait non. Donc il reste la voie du Congrès. Encore faudrait-il une majorité. Et moi je souhaite bien du plaisir à ceux qui s'engageraient dans une telle démarche. Donc il y a cette première
première proposition. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle, de mon point de vue, il faut l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est que la France, si elle s'engage dans un processus universaliste de démondialisation, comme nous le préconisons, démondialisation par rapport à la mondialisation néolibérale. Je ne parle pas des mouvements de population, de la culture, des échanges, etc. Non, je parle de la mondialisation néolibérale. Je ne parle que de cela. Si on engage donc un processus pour en sortir, la France aura besoin d'avoir un chef d'État à égalité de dignité, de légitimité, de puissance vis-à-vis des autres chefs d'État, parce qu'il y aura une activité diplomatique particulièrement intense. Il faudra que la France explique pourquoi elle se retire de l'OTAN, de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'euro. Donc un chef d'État qui aura besoin d'avoir une stature et une légitimité pour porter ce message. Et puis, je vois un troisième argument, une troisième raison pour que le président de la République soit toujours élu au suffrage universel direct. C'est la nécessité de réviser la Constitution pour réhabiliter la nation française. Il faut un président qui soit un point fixe dans le chahut actuel des esprits. C'est-à-dire un président qui va porter, à l'issue d'un processus certainement long, mais qui passe par la révision de la Constitution, pour remettre au cœur de la réflexion et des institutions la reconstruction de la nation française. Et je dirais en opposition aux conceptions communautaristes anglo-saxonnes qui privilégient l'individu et qui ne voient pas les citoyens et le corps social, l'aspect collectif et politique qui fait la particularité du peuple français et de la France. Alors, je peux m'arrêter là, parce qu'après, il y a toute une série de choses plus particulières sur les modalités de candidature à l'élection présidentielle qui doivent être entièrement revues. Nous sommes aujourd'hui dans un système censitaire en réalité. Le système est complètement verrouillé. Si on a vu des Besancenot, des Laguillet pouvoir candidater à l'élection présidentielle, c'est parce que les élus de droite leur donnaient des signatures pour que leur candidature ronge un petit peu le candidat socialiste en particulier. Bon, aujourd'hui c'est fini, ils raclent les fonds de tiroir, ils verrouillent tout. Ce système est obsolète, il faut le changer, on n'a pas le temps. Et puis, troisième idée, donc principale, et je m'en tiendrai à cela, il faut réviser la Constitution par référendum sur quelques points clés pour élargir et garantir la démocratie afin de permettre une véritable souveraineté nationale et populaire. Donc, premier objectif, redonner sa souveraineté à la France grâce à une révision de la Constitution. En tout état de cause, il faut au moins éliminer le titre 15 de la Constitution, c'est le minimum, le préalable, et puis une série de réformes pour redonner du pouvoir au peuple. Alors, elle doit renforcer nos principes universels. Un mot sur cette question. Vous le savez, la Constitution intègre dans le bloc de constitutionnalité le préambule et la Déclaration des droits de l'homme. Ils contiennent, ces documents, une série de droits imprescriptibles, de droits de l'homme, qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, de l'encre sur du papier. Je pense aux droits au travail et au devoir de travailler. Ça n'a pas de suite. Il faut que la Constitution se renforce
pour que les droits papier deviennent des droits réalité. Autrement dit, il faut que des obligations soient faites dans la Constitution d'agir pour que ces droits passent du statut actuel de papier à la situation de réalité. Par exemple, pour ce qui est dit dans le préambule à propos du droit du travail, du droit au travail et du devoir de travailler, eh bien, je propose dans mon projet de mettre dans la Constitution que l'État est l'employeur en dernier ressort. Et que si le marché n'arrive pas, ou ne veut pas, ou quelle qu'en soit la raison, peu importe, ne veut pas régler le problème, l'État prend sa responsabilité et il joue son rôle de protecteur. Parce que si l'État ne fait pas ce genre de choses, ce qu'il ne fait plus sous l'effet des politiques néolibérales, eh bien là, oui, on pourra dire en effet qu'il y a un problème institutionnel. Il y a déjà un problème institutionnel, mais là, nous serons dans une situation de crise où la question ne sera plus de changer de constitution, mais de passer à une phase certainement plus violente. Donc, il faut réfléchir à ces questions, passer des droits papier à des droits réalité. Ce sont les principes républicains universels qui doivent être revalorisés comme élément constitutif de la nation française à vocation universelle, et en cela, un gros effort doit être fait. Je dis encore un mot sur les modalités électorales. Proposition, tenir toutes les élections le même jour. Municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielles, le même jour, pour la même durée de mandat, 4 ans, sans cumul de mandat possible, à la fois dans le temps et selon les types de mandats. On peut être élu une fois municipal, maire au conseil municipal, et puis quelques années après être député. Oui, ça c'est possible, mais on ne peut pas cumuler en même temps et cumuler dans le temps. Ça c'est une chose. Deuxième proposition, et je m'arrêterai à celle-là, après il y a d'autres choses encore, mais on n'a pas le temps, modifier radicalement les élections législatives, faire des élections à un tour, à la proportionnelle, avec un bonus pour le parti qui arrive en tête. Si aucun parti n'obtient 50% des sièges, plus 1 au Parlement, deuxième possibilité, un parti obtient plus de 40%, il a un bonus qui lui permet d'atteindre 50% plus 1 de sièges, la majorité, un parlement de 500 sièges, et donc ce parti obtient 251 sièges. Si aucun parti n'obtient plus de 40%, il faut une alliance entre les partis qui se sont présentés aux élections pour que la somme de leurs voix fasse au moins 251 sièges, que les sièges obtenus fassent au moins 251 sièges. C'est un peu le système grec. Le Premier ministre, certes, reste nommé par le président, mais le Premier ministre est issu de ce mécanisme. Et le Premier ministre reçoit l'investiture du Parlement. Et donc nous avons une articulation de légitimité entre le président et le Premier ministre tout à fait intéressante. Le président reste le chef de l'exécutif, mais il doit se concentrer sur les grandes questions, sur la politique internationale, sur les grandes orientations. La direction du pays au jour le jour est de la responsabilité du Premier ministre, comme le précise d'ailleurs la Constitution actuelle, bafouée et rebafouée
depuis des années et des années par les présidents que nous avons connus. Voilà, je m'arrête là, je m'excuse du caractère un peu décousu de mon propos, mais c'est une première réflexion et j'attends avec intérêt vos commentaires, vos critiques sur ces quelques premiers éléments. Je vous remercie de votre attention.